Les grandes puissances se préparent à la guerre sur Internet. Les services secrets recrutent des pirates informatiques. Ceux que l'on appelle les hackers vont être aux avant-postes des cyberconflits. Les petits génies du logiciel ont commencé à en découdre dans le grand jeu de la géopolitique mondiale. La première frappe de cette guerre nouvelle a eu lieu en avril 2007 en Estonie. C'était la première attaque cybernétique d'envergure contre un État. Cette attaque a révélé une nouvelle manière de faire la guerre. L'identification de ceux qui ont mené l'attaque, la nature des moyens employés, change le visage même des conflits du futur. C'est l'histoire que nous allons vous raconter. Notre enquête commence en Estonie. Petit pays tout neuf, l'Estonie a fait le pari d'une informatisation massive. Tous les Estoniens ont ce genre de carte. Vous avez besoin de votre carte à puce? J'ai ma carte à puce ici. Chaque carte d'identité dispose d'une puce électronique. Payer ses impôts, voter aux élections, obtenir un prêt bancaire, tout passe par Internet, y compris le Conseil des ministres. Le gouvernement estonien utilise l'informatique pour prendre ses décisions depuis bientôt 8 ans. Donc tous les documents pour les sessions gouvernementales sont préparés sous forme électronique. Les ministres ont accès à tous ces documents sur les ordinateurs. Et ils peuvent donc voter avant de se retrouver en Conseil des ministres. Avec son obsession du tout informatique, l'Estonie préfigure l'État moderne des années 2010. En tant que jeune pays, jeune démocratie, nous avions très envie de développer toutes sortes de e-choses, comme les e-élections, les e-banques et les services bancaires mobiles. L'Estonie a été un précurseur mondial dans le développement des services électroniques. Mais que se passe-t-il quand les ordinateurs se détraquent? Un pays peut-il perdre le contrôle de ses banques, de son trésor public? Car sous l'image propre, en Estonie, les tensions sont vives. Depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, Moscou a encouragé l'implantation de Russes sur le territoire de la République balte. La population compte donc aujourd'hui 35% de russophones, des immigrés arrivés jusque dans les années 80. Une minorité qui peut être manipulée demain, comme en Géorgie, pour reprendre le contrôle de l'ancienne colonie du Kremlin. L'Internet va se révéler un véritable talon d'Achille au moment du réveil de ces tensions ethniques. C'était très déroutant ce qui s'est passé les jours précédents. Nous n'avons pas compris ce qui arrivait. Ilar Arled est le patron du Centre de sécurité informatique estonien. L'attaque était d'une ampleur qu'on n'aurait jamais imaginée. Le 1er mai 2007, jour de la fête nationale russe, les pirates passent à l'attaque. Ils remplacent d'abord les pages d'accueil des sites officiels avec des images insultantes pour le Premier ministre. Le trafic Internet s'emballe brusquement jusqu'à saturer les serveurs. Dans les heures qui suivent, la population russophone descend dans les rues de la capitale. Les Estoniens sentent leur gouvernement perdre peu à peu le contrôle de la situation. Il n'y avait plus d'informations, les écrans étaient noirs. Quand j'ai cherché à comprendre ce qui se passait, j'ai découvert que ce n'étaient pas seulement les organismes de presse, mais aussi les grandes banques commerciales qui subissaient cette attaque. Pour un petit pays comme le nôtre, qui n'a que 2 grandes banques, voir que tous les services en ligne étaient interrompus a été un sujet d'inquiétude majeur. Jacques Avixo venait d'être nommé ministre de la Défense, alors même que l'attaque cybernétique allait bientôt dégénérer en émeute. Les Estoniens d'origine russe envahissent le centre-ville de la capitale alors que les systèmes informatiques se bloquent. La distribution d'essence ou de pain cesse. L'anarchie se répand dans le pays. Les Estoniens s'attendent à voir les colonnes de chars envoyées par Moscou entrer dans leur ville. Sans ordinateur, l'État cesse de fonctionner.
l'origine des perturbations est vite retracée jusqu'en Russie. Des vagues d'ordinateurs cherchent à se brancher sur les sites web estoniens et déboussolent les systèmes. La seule défense possible est de couper les lignes qui relient l'Internet estonien au reste du monde. Mais le réseau se régénère comme une salamandre. Quand une attaque russe est repoussée, une autre attaque commence, semblant venir des États-Unis, puis de France ou de Chine. C'est comme si une main invisible pouvait contrôler des milliers d'ordinateurs n'importe où à la surface de la planète. C'est ce qu'on appelle des attaques DDoS. DDoS, attaque de déni de service. Cette attaque empêche l'accès à un service Internet. Elle est obtenue en saturant la cible avec des centaines de milliers de connexions qui bloquent le système. Quand nous avons compris l'échelle des attaques, quand nous avons vu la réaction des gens, l'inquiétude, les gros titres dans les journaux, nous avons compris que le but était de déstabiliser la société tout entière. Il est clair que des attaques d'une telle envergure ont été rendues possibles par l'utilisation de botnets. Cette technique consiste à pirater des dizaines de milliers d'ordinateurs et à les télécommander à distance pour lancer des attaques massives. C'est pour cela qu'elle est particulièrement dévastatrice. Les attaques se concentrent sur les sites d'information. Dans un pays où les invasions russes ont laissé des souvenirs cuisants, la panique peut gagner facilement. Il faut protéger les médias et la presse. Si vous privez les gens d'informations, ils seront incapables de comprendre ce qui se passe. Comment savoir si la situation est sous contrôle ou pas? Peut-être qu'il faut attraper sa Kalachnikov et sortir défendre son pays. Il suffit d'un seul homme armé d'une Kalachnikov pour déclencher une guerre. Un seul homme avec une Kalachnikov peut déclencher une guerre. C'est l'objectif des attaques cyber, déboussoler les populations et semer la confusion. Qu'est-ce qu'un botnet, vous me dites? Eh bien, c'est un réseau d'ordinateurs qui ont été piratés et zombifiés par un hacker. Ils injectent un cheval de Troie dans l'ordinateur. Cheval de Troie. C'est un logiciel qui est développé pour prendre le contrôle des ordinateurs qu'il atteint. Caché, il agit à l'insu du propriétaire de la machine infectée. C'est un sérieux problème. Aujourd'hui, il suffit d'aller sur n'importe quel site, de cliquer sur une adresse URL pour qu'un botnet vous infecte et prenne le contrôle de votre ordinateur. On est face à une nouvelle génération de hackers. Aujourd'hui, les hackers n'ont qu'une chose en tête, l'argent. John Draper a inventé le piratage informatique au début des années 70. Les micro-ordinateurs et Internet n'existaient pas encore. À l'époque, John s'attaquait à AT&T, l'omnipotente compagnie du téléphone. Il avait trouvé la technique pour tromper un central téléphonique et passer des appels gratuitement un peu partout. Cela lui a valu la notoriété sous le pseudonyme de Captain Crunch et près de 24 mois de prison dans un pénitencier fédéral. Il incarne l'esprit historique des hackers, qu'on appelait alors freakers. Pour comprendre qui a réussi l'attaque sur l'Estonie, il faut comprendre comment le mouvement des hackers a radicalement changé au cours de ces dernières années. Dag Spicer, le conservateur du musée des ordinateurs, nous instruit d'abord sur l'état d'esprit qui animait John Draper et ses camarades du passé. L'esprit du hacker, c'est vraiment l'exploration des limites d'un système. Pas dans le but de détruire, mais dans celui d'apprendre et de partager l'information avec le plus grand nombre. Ce sont là les trois grands principes des hackers. Captain Crunch est le pseudo que j'ai pris en référence au sifflet offert avec les boîtes de céréales Captain Crunch. Si je suis devenu célèbre, c'est parce que ce sifflet, qui produisait une note bien particulière, permettait de contrôler tout le système téléphonique. Le sifflet des boîtes de céréales Crunch émettait un joli signal de 2600 Hz, le même que celui utilisé par un central téléphonique.
John a bricolé cette machine étrange, la Blue Box. C'est une version perfectionnée du sifflet. Un clavier reproduit une série de signaux identiques à ceux d'un combiné et trompe ainsi le réseau. Une Blue Box vous permet de passer des appels longue distance gratuitement. Elle y parvient en simulant des signaux que la compagnie du téléphone utilise pour la facturation. Ces signaux ont disparu. Le système est bien plus sophistiqué maintenant. Une Blue Box ne marcherait plus aujourd'hui, pour ceux qui seraient tentés d'en fabriquer une. Ces exploits alimentent la rumeur dans les universités. On peut téléphoner gratuitement. Cette piraterie va alors contribuer à l'avènement du micro-ordinateur. En effet, John inspire deux étudiants, Steve Jobs et Steve Wozniak, qui commencent à vendre des Blue Box de leur conception. C'est avec cet argent de poche qu'ils ont construit un peu plus tard les ordinateurs Apple. Dès qu'un appel arrivait, nous prenions des notes. Un jour, une personne dit « Olympus, s'il vous plaît ». Et le type lui répond « Un instant, monsieur ». Et là, je vous jure que c'est Nixon qui a pris l'appel. Waouh, Nixon. Pour John et ses copains, le hacking consistait à trouver les numéros de téléphone des personnages célèbres de l'époque, le pape ou le président des États-Unis. J'étais à Los Angeles la semaine suivante avec quelques amis, et l'un d'entre eux s'était dégoté une superbe connexion téléphonique pour des conférences. Il l'appelait et pouvait utiliser la ligne en mode conférence. Je lui dis, j'adorerais avoir cette ligne. Et il me dit, qu'est-ce que tu as échangé? Moi, je lui réponds, oh, laisse-moi regarder dans mon petit calepin rouge. Tu veux le numéro de crise de la CIA à la Maison-Blanche, avec le code pour parler au président Nixon? Est-ce que ça marche? Je sais pas, essaye. Le type compose le numéro, met le haut-parleur. Un type répond 9337. Alors il dit « Olympus, s'il vous plaît. Une seconde, s'il vous plaît. » Et Nixon prend la communication. « Monsieur, nous avons une crise sur les bras. » Et Nixon répond « Quelle est la nature de cette crise ?»« Monsieur, nous sommes en rade de papier toilette. » Et il raccroche. C'est typiquement le genre de choses qu'on faisait et qui les rendait fous. John et ses copains ne voulaient pas déstabiliser le gouvernement comme ceux qui ont attaqué l'Estonie. Ils voulaient juste rigoler et montrer de quoi ils étaient capables. L'insolence des hackers survit aujourd'hui dans de grandes conventions où se rassemblent les rois du bricolage électronique. Bernie Hess est l'un des organisateurs de ce festival. Je m'occupe de cette manifestation depuis 1994, il y a 14 ans. C'était la première de Hope Hackers sur la planète Terre. En 1995, j'ai été arrêté pour possession de composants électroniques, ceux que l'on trouve dans n'importe quel magasin. Le FBI a considéré que c'était très dangereux si les gens pouvaient changer à volonté de numéro de téléphone portable. Imaginons 5 personnes avec des portables qui peuvent chacun s'échanger leur numéro. Si les forces de l'ordre essaient de mettre l'une d'elles sur écoute et que cette personne peut prendre le numéro de quelqu'un d'autre sans autorisation, ça rendrait les flics dingues. Ils seraient incapables de mettre qui que ce soit sur écoute. Les expériences des hackers ne font rire ni les services secrets ni les autorités judiciaires. Pourtant, en surface, leurs activités sont plutôt inoffensives. Et voici mon nouveau projet. C'est un jeu. À 30 ans d'écart, Mitch Altman reste influencé par la contre-culture californienne de John Draper. Il aime les bricolages insensés et nous présente ses dernières inventions. Ici, nous avons la machine à penser. Votre cerveau se synchronise avec la séquence et ça vous met dans un état de méditation très agréable. Il y a une séquence de méditation programmée dans le processeur ici. Même si ce n'est qu'une lumière rouge, je perçois un tourbillon de flocons d'un blanc intense avec des sortes de scintillements jaunes qui partent dans toutes les directions et c'est vraiment très beau. Non, mais regardez tous ces gens, ils sont complètement dedans. On dirait des gosses qui jouent avec des cubes. L'ambiguïté est toujours présente. D'un côté, la volonté de découvrir les merveilles qui se cachent dans les recoins secrets des processeurs, et de l'autre, la possibilité d'utiliser son talent pour user et abuser du pouvoir que vous donne la machine. Les attaques contre l'Estonie ont montré que les autorités avaient des raisons sérieuses de se méfier des hackers. Le pouvoir des ordinateurs peut être utilisé pour déstabiliser le réseau d'un pays. L'armée américaine, en particulier, surveille de près les techniques des pirates.
Chris Siegel, qui enseigne la science de l'informatique à l'Académie militaire de Monterey, emmène chaque année ses élèves dans des rassemblements de ce type. Il y a une compétition qui s'appelle le jeu du drapeau. C'est un jeu à la fois offensif et défensif qui a pour objet la sécurité d'un réseau. Il y a 8 équipes qui jouent. Chaque équipe dispose d'un serveur configuré de manière identique qu'elle doit défendre alors qu'il assure toute une gamme de services en ligne. Chacun de ces services a un point faible conçu par les créateurs du jeu. Chaque équipe doit tenter de défendre ses services vulnérables et en même temps attaquer les services des autres équipes. Quand on porte une attaque avec succès, on a accès à certaines informations. C'est ce qu'on appelle voler le drapeau. Et quand on montre ce drapeau aux arbitres, on marque des points. L'équipe de l'Académie militaire n'a réussi qu'une seule fois à battre les hackers civils. John Arkilla enseigne la stratégie dans la même école militaire. Il s'efforce d'expliquer aux officiers américains comment l'informatique bouleverse l'art de la guerre. Parfois, les officiels du département de la Défense vont aux conférences de hackers dans l'idée d'en recruter. Le savoir-faire nécessaire pour mener une guerre cybernétique s'est répandu bien au-delà des gouvernements. La capacité à investir et à développer une importante force de frappe cybernétique s'est largement diffusée. Cette capacité ne peut pas être le domaine réservé de quelques nations. On ne peut empêcher qu'elle tombe entre les mains de quelques groupuscules ou même d'individus. Et donc, au XXIe siècle, nous voyons le pouvoir de l'individu incroyablement augmenter. Les militaires s'inquiètent face à la dissémination incontrôlable du pouvoir de nuisance des hackers. Salut, vous êtes seul? Bienvenue dans l'antre du piratage. Comme vous pouvez le voir, on travaillait des trucs. Voilà par exemple ce que l'on peut découvrir dans une suite d'un célèbre casino de Las Vegas quand on est un peu curieux. Notre victime est une voiture, c'est pas un ordinateur. C'est le GPS, le système de navigation qui est proche d'un ordinateur mais à l'intérieur de la voiture. Nous avons donc créé des circuits qui envoient de faux messages à partir d'un système radio standard. Et si on place cette antenne dans une zone dégagée à quelque chose comme 10 mètres de haut, on peut alors facilement inonder 2 km à la ronde. De quoi créer une belle pagaille sur le principal boulevard de la capitale du jeu. On peut signaler une corrida sur une autoroute ou un match de boxe, simuler une alerte à la bombe, un accident d'avion, une attaque aérienne ou même des tornades. Si je voulais contrarier les États-Unis, je pourrais faire apparaître des incidents terroristes. Et je crois que ça déclencherait quelques troubles, spécialement ici où, vous savez, ils sont très sensibles à ce genre de choses. Ces manipulations sont des plaisanteries un peu limites. Mais que se passerait-il si les objectifs étaient des cibles stratégiques? Aujourd'hui, quand je regarde les infrastructures d'information de la plupart des pays avancés, je vois à quel point elles sont toutes hautement dépendantes de la technologie de l'informatique et extrêmement vulnérables à toute forme de désorganisation. Nous parlons beaucoup des armes de destruction massive et c'est la raison pour laquelle la guerre en Irak a été menée par erreur. Je pense que nous devrions prendre très au sérieux la possibilité d'une désorganisation massive. Il me semble que nos sociétés ouvertes offrent une liste interminable de cibles potentielles pour des guerriers cybernétiques compétents. Qu'il s'agisse de nos infrastructures énergétiques et hydrauliques ou de notre système financier, nous sommes très dépendants de systèmes dont la désorganisation pourrait nous coûter très cher. Que s'est-il vraiment passé en Estonie? Quelle était la nature de l'attaque? À l'origine, cette statue commémorative des héros de la Seconde Guerre mondiale, un symbole de fierté pour la minorité russe qui est restée en Estonie après le retrait de l'Armée rouge. Les attaques ont commencé quand le gouvernement a pris l'initiative de transférer la statue dans un coin reculé de la capitale. La guerre est le monopole des États. L'État russe a-t-il organisé les attaques contre l'État estonien?
La Russie a-t-elle coopéré avec vous pendant ces attaques? Malheureusement, nous n'avons pas eu le soutien que nous attendions, particulièrement après les attaques. Quand nous avons essayé de trouver les gens qui se cachaient derrière ces attaques, les Russes n'ont pas répondu positivement à nos requêtes pour traduire devant la justice ceux que nous avions identifiés. Pour les Estoniens, le doute n'est pas permis. Les attaques étaient trop sophistiquées pour ne pas avoir été organisées par un État. Ça a fait beaucoup de bruit et ça a surtout été un très bon test grandeur nature pour les vrais spécialistes, qui peuvent provoquer, eux, de vrais dommages. Qui contrôle les réseaux d'ordinateurs zombies qu'on appelle des botnets? Botnet, réseau d'ordinateurs infectés appartenant à des particuliers, des entreprises ou des institutions publiques qu'un cybercriminel peut contrôler comme il le souhaite. Des millions d'ordinateurs sont télécommandés à distance pour servir l'industrie du logiciel malveillant. La puissance des botnets est telle qu'ils semblent avoir été mis au point par des officines issues de services secrets. Ils n'ont fait pratiquement aucune erreur. Peter Gutmann, de l'Université d'Auckland, en Nouvelle-Zélande, étudie l'émergence de l'industrie des logiciels malveillants. Pour ce qui est des attaques sur l'Estonie l'an passé, des tas de rumeurs, souvent contradictoires, ont circulé. Certains ont dit que le gouvernement russe était impliqué, mais je pense qu'il y a une explication plus simple. L'Estonie a pris une initiative que de nombreux Russes ont considérée comme une insulte. Il y a beaucoup de hackers russes qui ont un nombre impressionnant de botnets et d'ordinateurs à leur disposition, et il leur est très facile de montrer leur mécontentement en attaquant l'Estonie. Ça ne nécessite rien d'aussi sophistiqué qu'une intervention d'un gouvernement. Il suffit de quelques auteurs de malware qui dirigent leurs botnets sur l'Estonie. Malware, logiciel malveillant. Un programme qui produit un résultat contre la volonté ou l'intérêt du propriétaire de l'ordinateur sur lequel il est installé. Virus et chevaux de Troie appartiennent à cette catégorie. C'est la taille du botnet qui compte. Si mon botnet contrôle 1 million de PC, je peux exploser n'importe quel serveur. Les cybercriminels qui contrôlent un réseau d'ordinateurs zombies peuvent leur donner l'ordre de lancer n'importe quelle attaque. Face à cela, existe-t-il une méthode de défense efficace? Dans les faits, les attaques se sont arrêtées. Elles se sont arrêtées. Vous ne les avez pas arrêtées. C'est vraiment très difficile d'arrêter un combattant isolé sur le champ de bataille. C'est, en fait, quasiment impossible. On reste effrayé par la conclusion de l'affaire estonienne. Ce début de cyberguerre n'a probablement été causé que par une petite poignée de pirates russes à la tête de botnets. C'est le soldat isolé sur le champ de bataille dont parle Ilar Arled. Comment réussir à rencontrer l'un de ces combattants de l'ombre? L'approche n'est pas facile. Nous nous rendons à Stalingrad, au sud de la République russe. Luc a accepté de nous répondre après s'être assuré que nous ne faisons pas partie des services de sécurité. Il a 16 ans et la première question que nous lui posons concerne sa participation aux attaques estoniennes. J'ai plus envie de casser des sites par pur plaisir depuis longtemps. Je peux le faire pour de l'argent, mais pas par patriotisme. Heureusement pour l'Estonie, le patriotisme des hackers russes est limité. Ils ont vite abandonné leurs attaques pour reprendre leurs activités lucratives. Luc organise des réseaux d'extorsion. Il sert de tiers de confiance pour coordonner les équipes de hackers qui montent des attaques sur les sites de commerce sur Internet. Admettons qu'un site fasse de l'e-commerce. Quelqu'un souhaite avoir accès à la base de données de ce site. Et il ne sait pas le faire lui-même. Prenons donc l'exemple d'un site d'e-commerce lambda. Le pirate s'y introduit et parvient à voler la base de données des utilisateurs du site. Dès que je reçois l'argent de mon commanditaire, je le transfère à celui qui a fait le job. Quand je reçois les données, je les envoie à mon commanditaire. Comme ça, j'ai l'argent plus les données.
Ces données peuvent inclure les mots de passe, les numéros de compte en banque et parfois même les codes secrets. Une telle base de données peut porter sur des centaines de milliers d'utilisateurs du site. Si ces clients apprennent que les informations qu'ils ont confiées au site sont compromises, la réputation du commerçant peut être définitivement ruinée. Une lettre de rançon est adressée au propriétaire du site qui risque de perdre un revenu précieux à chaque minute qui s'écoule. Les négociations s'engagent avec le pirate. C'est là que les problèmes commencent, parce que les transactions bancaires sont très attentivement surveillées. Pour faire sortir l'argent, on utilise des schémas différents, des systèmes de paiement variés, des banques différentes, des pays différents, différentes personnes. Parfois, dans cette chaîne, l'argent se transforme en marchandises et vice-versa. Parfois, les pertes sont importantes, mais c'est plus sécurisant. La sécurité avant tout. Le montant demandé est souvent payé par l'intermédiaire d'un site qui permet aux pirates de récupérer directement de l'or sans passer par le système bancaire traditionnel. Une fois la rançon payée, le propriétaire du site se voit restituer les données sur sa clientèle. Le pirate satisfait une première fois est souvent tenté de recommencer. Et ta mère, elle sait ce que tu fais? Maman soupçonne, mais ne sait pas tout. Elle sait que j'ai de l'argent, gagné légalement, mais elle ne pense pas que mes produits peuvent être utilisés de manière illégale. Tu as mis ton argent dans une banque en ligne? Non, je préfère le liquide. Ces pirates sont-ils des opérateurs qualifiés ou de simples amateurs? Il y a encore 5 ou 10 ans, quand une personne seule pouvait concevoir un virus, je pourrais dire que pour un virus vraiment simple, pas très sophistiqué comme ceux qui existaient à l'époque, l'écriture prenait quelques semaines selon le niveau de sophistication. Le problème aujourd'hui, c'est que l'écriture de virus est devenue une industrie à part entière. Vous avez toute une équipe de personnes, vous avez des bêta-testeurs. Avant, le virus qui était testé sur une seule machine ne marchait pas forcément sur d'autres. Aujourd'hui, ils utilisent tout un panel d'ordinateurs avec des logiciels et des systèmes différents. Et ils testent le virus avec toutes les versions différentes pour être sûr qu'il marche partout. Devenir cybercriminel est de plus en plus facile. N'importe qui peut désormais s'acheter un kit de pirate informatique, comme cette suite de logiciels, qui vous permet pour 700 $ seulement de disposer d'un outil efficace pour générer toutes sortes d'attaques, de virus ou de chevaux de Troie. Tout peut être sous-traité. Vous pourrez toujours payer quelqu'un pour faire le travail à votre place. Dans les ruelles obscures de l'Internet, des alliances sont nouées à chaque minute entre des amateurs et des professionnels pour organiser une délinquance exponentielle et faire de plus en plus de profits illicites. Chaque ordinateur nouveau qui se raccorde renforce la puissance du réseau. Pour le meilleur et pour le pire, un nouvel écosystème émerge. Ce phénomène a été résumé par l'un des fondateurs d'Internet, Robert Metcalfe. Loi de Metcalfe. La puissance d'un réseau est proportionnelle au carré du nombre de ses utilisateurs. Plus il y a d'utilisateurs, plus le réseau augmente la puissance de ceux qui y sont raccordés. Comment faire respecter la loi quand le criminel est à Moscou et la victime à Paris, Bombay ou Los Angeles? Sur Internet, les comportements les plus irresponsables sont tolérés. Dans les écoles élémentaires américaines, des milliers de nouveaux ordinateurs sont reliés chaque année au réseau sans la protection d'un logiciel de sécurité. En quelques minutes, ils deviennent les relais de distribution des virus, spam et autres chevaux de Troie. Dans la banlieue de Moscou, une équipe d'ingénieurs russes travaille sur des logiciels capables de protéger nos ordinateurs.
Contrairement aux apparences, ce chef indien galopant est russe. Créé en 1998, le laboratoire Kaspersky est devenu l'un des leaders de la lutte contre les logiciels malveillants. Eugène Kaspersky, son fondateur, n'est pas peu fier de sa réussite, digne de la Silicon Valley. D'autant que le travail ne risque pas de manquer dans les années qui viennent. Les virus ont différents moyens pour se transmettre de manière commune, par messagerie électronique, mais c'est de moins en moins utilisé, ou par l'utilisation de sites internet contaminés. Il suffit de cliquer sur un lien qui dirige vers ce site. Vous pouvez donc visiter un site certifié, vous cliquez sur une bannière publicitaire et vous voilà vérolé. La contamination s'est répandue un peu partout sur le net. Concentrés auparavant sur les sites pornographiques, les injecteurs de chevaux de Troie sont désormais présents sur les systèmes les plus familiers. Imaginez qu'un logiciel malveillant se soit infiltré dans votre ordinateur. Comment fonctionne alors pratiquement ce cheval de Troie? Ici, nous le découvrons à l'œuvre. Lorsque vous vous connectez à votre service de banque en ligne, le cheval de Troie prend une série de photos de l'écran de votre ordinateur alors que vous saisissez vos codes secrets. Ces photos sont stockées dans un coin discret de votre disque dur et sont prêtes à être envoyées aux pirates par le minuscule programme qui infecte votre machine. Lorsqu'un logiciel antivirus comme celui d'Eugène Kaspersky est installé, le cheval de Troie est neutralisé. Vos codes confidentiels ne peuvent plus être photographiés contre votre gré. Le pirate ne reçoit qu'une série de clichés ratés couverts de couleur noire. Les jeunes ingénieurs de Kaspersky détectent jusqu'à 500 nouveaux virus par jour. La lutte est inégale. Calculer le nombre de personnes employées dans la criminalité, dans la cybercriminalité, est assez difficile. Ils ne se dénoncent pas, ne donnent pas de statistiques, ne paient pas d'impôts, ils ne se mettent pas en quatre pour se signaler. Mais on peut essayer d'estimer leur nombre. C'est environ une dizaine de milliers de personnes. Si on parle des sociétés d'antivirus, ces chiffres sont officiels et parfaitement connus, c'est seulement quelques milliers de personnes. Le nombre de cybercriminels est donc 10 fois supérieur au nombre de cybermédecins. Tout finit bien dans les films produits par Eugène et son équipe. Dans la réalité, la guerre ne tourne pas à l'avantage des gentils. L'industrie du logiciel malveillant représente aujourd'hui un chiffre d'affaires de 100 milliards de dollars par an, soit 5 fois plus que celui de l'industrie de la sécurité informatique. On est plus proche du massacre des Indiens que du triomphe de Geronimo. Il y a 2 ans, à la conférence au CERT sur la sécurité, une étude sur les logiciels antivirus les plus populaires a été publiée. Elle montrait un taux d'échec de l'ordre de 80%. En d'autres termes, 8 virus sur 10 vont passer à travers l'antivirus et pénétrer votre système. Les auteurs de virus peaufinent leur programme malveillant. Ils téléchargent une version des antivirus et ils modifient leur propre virus jusqu'à ce qu'ils passent la barrière de l'antivirus et alors ils les lancent sur le réseau. Élaborer un programme antivirus, c'est la même chose que de créer un comprimé capable de soigner toutes les maladies. C'est hyper compliqué. Les pirates ont toujours un coup d'avance sur les protecteurs de nos ordinateurs. Les usagers dont les économies ont été volées sur Internet sont encore rares. En revanche, chacun d'entre nous a eu l'occasion de voir sa boîte email saturée par des nuées de spam. Spam, un courriel publicitaire non sollicité, impersonnel et envahissant. Le spam représente 85% du trafic des messages sur Internet. Vardan Kouchnir est devenu au début des années 2000 le spammeur le plus célèbre de Russie. Il avait monté une petite école de langue. Comment apprendre l'anglais pour pas cher? Mais comment se faire connaître quand on n'a pas de capital pour lancer de grandes campagnes de marketing? Le spam a apporté une réponse rapide à son problème.
Les salariés de son école lui rendent hommage 3 ans après son assassinat. Je n'ai eu ces informations qu'après sa mort. J'ai lu dans les journaux, il disait qu'il était le spammeur le plus célèbre de Russie. Quelque chose comme ça. C'est tout ce que je sais de cette histoire. Et ça vous a étonné? Plutôt oui. C'était un garçon très ambitieux. Et ce n'était pas quelqu'un d'ordinaire par bien des aspects. L'école de Vardan semblait devoir lui amener le succès dont il rêvait. Une petite centaine de clients et quelques milliers de dollars de revenus mensuels. Assez pour la grande vie à Moscou. La grande vie et les mauvaises rencontres. Au sommet de son activité, l'école de langue diffuse 25 millions de messages non sollicités par jour. Vardan devient célèbre. Les autorités russes finissent par être excédées des frasques de Vardan. Sa grande erreur est alors d'organiser une campagne dénigrant le ministère des Télécommunications. En Russie, on ne s'attaque pas aux représentants de l'État. Vardan rencontre une fille dans une boîte un peu louche et d'une manière ou d'une autre, elle réussit à s'introduire chez lui avec quelques complices. Vardan est assassiné pour un mobile qui reste inconnu. Les autorités ont-elles trempé dans l'affaire? Son succès a-t-il attisé des jalousies? D'où qu'il se trouve désormais, l'esprit de Vardan continue de flotter sur l'école de langue et ses anciens associés n'ont pas renoncé à utiliser de grandes campagnes de spam pour promouvoir les cours d'anglais. Rapidement, il y a eu des centaines, près d'1 millier d'élèves. Ça pouvait arriver. Ça dépendait de la publicité, peut-être aussi des spams. Ça veut dire que quand vous faisiez une grosse campagne de spam, vous aviez beaucoup d'étudiants? Certainement. Pour Vardan, pour moi, pour les étudiants avec lesquels nous travaillions, c'était très utile. Pour un Vardan Kouchnir disparu dans des circonstances dramatiques et mystérieuses, il reste des milliers de pirates en Russie. Comment se fait-il qu'un État policier tolère qu'une industrie clandestine se développe sans jamais intervenir de manière significative? Luc, le hacker de Stalingrad, nous fait part de son expérience. Beaucoup de choses qui sont considérées comme des délits dans d'autres pays ne le sont pas ici. Et puis, il y a beaucoup trop de gens qui font ça. Les services de sécurité ne s'occupent que de ceux qui s'attaquent directement à l'État ou qui lancent des conflits ethniques. Luc ne croit pas que la police viendra interrompre ses activités avant longtemps. L'armée américaine est fataliste sur l'état d'anarchie qui règne sur le réseau. Si les États autocratiques laissent le hacking prospérer chez eux, c'est qu'ils y voient un intérêt pour préparer les prochaines guerres. La plupart des nations veulent avoir des capacités offensives dans ce domaine. Il y a en fait une course secrète à l'armement, donc les États rechignent à neutraliser ces individus. Ça me semble être un des problèmes. Si nous prenons l'exemple de la Chine, le gouvernement exerce un contrôle très fort sur les libertés individuelles. Mais c'est aussi en Chine qu'on trouve une des communautés de hackers la plus dynamique au monde. Les États se livrent à une guerre secrète par hackers interposés. Sean Carpenter a été licencié d'un centre de recherche nucléaire travaillant pour l'armée américaine après avoir découvert un vol massif d'informations confidentielles. À quel point ces données volées étaient-elles importantes? Les dossiers sur lesquels je travaillais étaient très sensibles. Ils n'étaient pas top secrets en tant que tels, mais ces informations peuvent sans aucun doute aider des gouvernements à développer des propulseurs de fusées, des systèmes de guidage, des éléments utilisés dans les satellites et les engins spatiaux, des gyroscopes, de l'électronique embarquée et d'autres types de systèmes de navigation qui peuvent servir à envoyer des missiles balistiques, par exemple. Selon moi, c'est très sensible.
Sean révèle à ses employeurs que les plans ont été envoyés à des sites pirates en Chine. Sa hiérarchie lui ordonne de se taire. Sean est obstiné. Puisque le centre de recherche refuse d'intervenir, il décide de prévenir le FBI. Quand ses chefs l'apprennent, il est brutalement licencié. Ses employeurs ont voulu camoufler des faits graves se déroulant dans un laboratoire ultra secret. Un procès s'ensuit que Sean gagne. Pour éviter d'aller en appel, il accepte de signer une transaction qui lui interdit désormais de parler de l'affaire. Pensez-vous qu'il ait été prouvé que le gouvernement chinois était directement impliqué dans ces attaques? Je ne crois pas que c'est... C'est une question à laquelle je ne peux pas répondre. Si j'étais eux, j'utiliserais ce genre de procédé pour obtenir des informations. Vous n'avez pas besoin de vous introduire par effraction, comme pour le Watergate, de porter des vêtements noirs ou d'avoir tout l'équipement de Spider-Man. Non, si vous pouvez faire ça de votre salon, pourquoi vous en priver? Pourquoi ne pas former des gens? Pourquoi ne pas recruter des étudiants et les former à ce genre de travail? Ce serait absurde de ne pas le faire. Les militaires mènent des simulations d'attaque, mais les révélations sur la réalité des conflits sont étouffées. Et du côté des centres serveurs chinois qui ont reçu l'information compromise, la réponse est la même. No comment. Nous n'aimons pas parler de cyberguerre offensive parce que si vous demandez dans le monde quel est le pays le plus vulnérable à cette guerre, la réponse sera les États-Unis. La guerre sur Internet est une guerre secrète. Les États les plus puissants font la découverte de leurs faiblesses. Les individus sont investis d'un pouvoir qui leur permet d'échapper à l'autorité des nations souveraines. Le cyberespace ouvre de nouvelles possibilités dans l'histoire des sociétés humaines, c'est-à-dire depuis que les États et les empires existent. Pour la toute première fois, des individus sont dotés d'un énorme pouvoir personnel. Un seul hacker ou petit groupe de hackers peut contrôler des millions d'autres ordinateurs, ordinateurs esclaves, des zombies, des réseaux robots ou botnets, comme on les appelle. Cet incroyable pouvoir de l'individu est sans précédent. Et quand on sait que le monde est de plus en plus dépendant des communications liées au cyberespace, que ce soit pour le commerce ou d'autres types de connexions, la perspective que de petits groupes soient capables de désorganiser tout cela constitue une grande menace. Les frères Badir sont les hackers les plus célèbres d'Israël. Ils sont nés non-voyants et leur histoire illustre bien les défis d'une lutte asymétrique entre les hackers et les États-nations. En 1999, ces trois frères, d'une petite commune arabe d'Israël, ont réussi à s'introduire dans les systèmes informatiques de Tsahal, l'une des armées les plus puissantes au monde. Les gens sont habitués à ce qu'une personne aveugle soit obligée de rester à la maison sans rien faire ou passe son temps à la mosquée. Tout le monde aura pitié de lui, ils diront le pauvre, c'est un bon à rien, il ne peut pas apprendre et progresser, il ne peut rien faire de bon. Nous sommes venus et nous avons voulu changer cela chez les gens. Les aveugles ont une perception acoustique très développée et les Badir la complètent d'une grande compétence informatique. À chaque fois que je prenais le combiné de téléphone, j'entendais des choses sur la ligne de téléphone qu'une personne valide, avec une ouïe normale, n'entend pas. Parce que c'est le langage du central téléphonique qui parle avec un autre central. En piratant un centre de télécommunications militaire, ils ont réussi à créer leur propre compagnie de téléphone clandestine.
Il produisait des cartes SIM qui s'échangeaient de la main à la main dans tous les villages palestiniens. Il a fallu 6 mois à Tsahal pour se rendre compte que les militaires avaient perdu le contrôle de leurs factures de téléphone portable. Les Badirs ont été arrêtés et traduits en justice pour 43 violations du code de télécommunication israélien. Les tribunaux les ont condamnés à 5 ans de prison. Ce qui a paniqué le système de la police, le système de la loi, c'est qu'il y a ici 3 cerveaux tellement combinés en un seul cerveau que ça fait peur. 3 hackers lourdement handicapés contre la 3e armée du monde et au final, un préjudice de 10 millions de dollars parti en fumée. Quelle est la nationalité des frères Badir? À quelle communauté appartiennent-ils? Quelle est la loi à laquelle ils obéissent? Leur passeport est israélien, leur identité palestinienne, leur religion est musulmane. Dans la réalité, ils sont non-voyants, mais dans le monde virtuel, ils accomplissent des exploits. Les frères Badir sont avant tout des citoyens du réseau. Comment organiser la défense d'un univers connecté où les communautés virtuelles remplacent peu à peu les nations? Les terroristes et les criminels internationaux vont prendre la tête de cette course parce qu'ils ont dû, depuis des décennies, œuvrer dans la clandestinité. Al-Qaïda a été le premier réseau virtuel à pouvoir concurrencer un État-nation. Je veux qu'ils pensent comme nos ennemis, pas comme nous. Nous avons tendance à regarder dans le miroir et à ne jamais regarder dehors, vers d'autres menaces. Nous nous regardons toujours nous-mêmes. Ce matin, nous faisons un cours sur les conflits à l'ère de l'information. Et dans ce cours, nous étudions l'essor des réseaux, les problèmes liés à la guerre cybernétique et ensuite la question d'une guerre des idées. Chacun de ces sujets est abordé. La première chose que nous étudions de près, c'est la possibilité qu'aucun de nos ennemis ne nous combatte de la manière que nous préférerions, à savoir sur un champ de bataille. Au lieu de cela, ils vont mener de petites guerres, des guérillas, des guerres secrètes. Dans le monde qui vient, toutes sortes de réseaux vont se développer. Ils ne seront pas tous malveillants, mais chacun d'entre eux aura une puissance inconnue jusqu'ici. Nous pensons que la révolution de l'information donne à ces individus un pouvoir disproportionné et en même temps enlève du pouvoir aux États-nations. Un État-nation organisé en réseau doit comprendre que ses citoyens peuvent adhérer à des causes qui dépassent ses frontières. Par exemple, un écologiste peut être américain, français ou allemand, mais il défend une cause qui dépasse sa nation. Tout comme le problème de la dégradation écologique ne peut être réglé par un seul pays, mais seulement si les pays du monde entier travaillent ensemble. C'est la même chose pour le terrorisme ou le trafic de drogue. Il me semble que les nations ont tout intérêt à s'organiser en réseau. C'est en établissant des connexions entre les nations que l'on pourra faire face à des problèmes qu'une nation seule n'est pas à même de résoudre. Des milliers de communautés alternatives coexistent sur le net et leur liberté est protégée par l'anarchie chaotique qui règne sur le réseau. Les citoyens numériques que nous sommes en train de devenir auront demain une double nationalité, celle inscrite sur leur passeport et celle des groupes auxquels ils adhèrent à travers le réseau. Quand les pères de l'informatique ont créé ces machines, ils souriaient à l'idée qu'elles puissent un jour prendre le pouvoir sur les hommes. Leurs programmes sont pleins de défauts, d'approximations. Mais ce sont ces failles mêmes qui donnent une vie à ces machines et leur ont permis de devenir un nouvel écosystème hors du contrôle de ses créateurs. Alors que l'enquête touche à sa fin, la question qu'il faut se poser est: aurons-nous un jour le moyen de reprendre le contrôle de l'Internet ? Je ne sais pas comment expliquer ça sans utiliser plein de termes techniques, mais je vais essayer.
Un des problèmes, c'est que les virus exploitent des failles dans les logiciels. Donc la question est, pouvons-nous créer des logiciels sans failles? La réponse est non, on ne peut pas. C'est un problème très célèbre en informatique, mis en évidence dans les années 40, qui s'appelle le problème de l'arrêt. Comment prouver une certaine propriété d'un programme, en l'occurrence, comment prouver que ce programme pourra s'arrêter à un moment donné, plutôt que de tourner indéfiniment? C'est le mathématicien Alan Turing qui a trouvé une preuve mathématique à ce problème, et il démontre qu'on ne peut pas le prouver avec un programme complexe. Si vous avez un programme de 10 lignes, vous pouvez l'analyser et prouver certaines propriétés. Mais si vous avez un programme de 10 000 lignes ou de 1 million de lignes, comme on en trouve beaucoup aujourd'hui, c'est beaucoup trop compliqué à analyser. Donc non, on ne peut pas prouver qu'un programme a telle ou telle propriété. On peut montrer que probablement il a certaines propriétés désirables, mais on ne peut pas prouver qu'il sera zéro défaut, quelle que soit la définition de zéro défaut. Le réseau se développe à chaque seconde comme une planète alternative où une nouvelle existence parallèle nous attend. Je propose qu'on traite les hackers comme on a traité les scientifiques allemands à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Pendant la guerre, ils envoyaient des missiles sur Londres. À la fin de la guerre, ils sont passés de notre côté et ils ont aidé les États-Unis à construire le programme spatial. Le cyberespace est comme un territoire vierge et les hackers sont un peu les pionniers de ce territoire. Ils l'arpentent en toute liberté. S'ils rejoignent notre cause, celle de créer un monde réellement connecté, alors nous y gagnerons tous.